Les éditions de La Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures, le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditionsdelaloupe.com. Les éditions de La Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Bienvenue à tous et à toutes dans votre émission Nous avons lu pour vous, aujourd'hui animée par Jérôme et Chantal Bossan. Nous vous présenterons Une soupe à la grenade de Marsha Mehran, paru aux éditions Picquier en 2021. Cambodge année zéro du père François Ponchot, paru aux éditions Kailash. Les merveilles Viola Ardonné, paru aux éditions Albin Michel en 2024. Une soupe à la grenade a été publiée pour la première fois en Irlande en 2005 et en France en 2021 aux éditions Picquier. L'auteure, Marsha Mehran, iranienne, est née en 1977 dans les dernières années du règne du Shah. Sa famille a fui le pays alors qu'elle avait 2 ans. Dans ce roman, le socle de départ semble assez autobiographique puisqu'il s'agit de 3 jeunes femmes qui sont sœurs et ont fui elles aussi l'Iran à la veille de la Révolution pour se réfugier en Angleterre puis en Irlande. La comparaison avec la jeunesse de l'auteur s'arrête là. Dans le roman, les 3 jeunes iraniennes s'installent dans un petit village où, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne sont pas les bienvenues. D'autant qu'elles ont le toupet d'ouvrir un restaurant, le Babylone Café, là où le maire, vrai potentat local, rêve d'installer sa discothèque. D'où une guerre larvée. Ce nouveau restaurant diffuse des effluves d'odeurs inconnues, épicées ou sucrées et suaves, qui attirent petit à petit la clientèle. Au fur et à mesure des préparatifs de repas, on découvre les blessures qui ont marqué chacune des sœurs, leurs souvenirs personnels des derniers mois à Téhéran et les raisons qui les ont obligées à fuir dans de terribles conditions. Ces souvenirs, ils restent ancrés à vie, aidant à la recherche d'intégration ou au contraire, y provoquant une obstruction complète selon les caractères. Qu'avez-vous pensé de ce livre ? C'est un très beau livre qui magnifie odeurs et goûts, offrant à chaque chapitre une recette persane. Bravo à vous si vous réussissez à concocter ces plats qui demandent un vrai savoir-faire. On découvre un très beau développement de la solidarité fraternelle, chacune des sœurs ayant un rôle imparti à jouer, aussi bien dans le passé douloureux de leur jeunesse iranienne que dans le présent irlandais. On se cultive avec une évocation historique vraiment intéressante, les dernières années du règne du Shah, années où des idéalistes plutôt communistes veulent renverser le joug impérial, tandis que des révolutionnaires récupèrent le mouvement à leur profit. La violence est très présente, aussi bien dans les geôles politiques que dans les relations hommes-femmes, le tout devant les yeux horrifiés de tous, y compris des enfants, mais aussi des nôtres. C'est dire que la vie en Irlande, même si l'accueil n'est pas parfait, si les hommes ne sont pas tendres, si les femmes développent l'art des ragots malveillants et des propos peu amènes, si le racisme sévit, cette vie serait nettement meilleure, sauf si la peur d'être rattrapé par le passé survient. Mais je ne vous en dévoile pas davantage. Le mot de la fin ? Un livre très attachant, une plume vraiment agréable, pas vraiment une histoire de bisounours, ce que, à y réfléchir, suggère un deuxième sens du titre, Une soupe à la grenade. Et pourtant, l'optimisme est réellement présent. Jérôme, je te laisse la parole pour une autre page d'histoire non moins sanglante. Le père François Ponchot, des Missions étrangères de Paris, a dénoncé le premier, dès 1977, le génocide Khmer Rouge dans un ouvrage au succès mondial intitulé « Cambodge année zéro », édité initialement aux éditions Julliard et réédité aux éditions Kailash en 2016. Kailash est une maison d'édition spécialisée sur l'Asie, mais seulement commandable sur son site internet. L'ouvrage a été primé dès son origine par l'Académie des sciences d'outre-mer. L'auteur est depuis 10 ans au Cambodge lors de l'arrivée des Khmers rouges en avril 1975. Il connaît bien le pays et grâce à son excellente maîtrise de la langue, il fut l'un des derniers témoins de la déportation de Phnom Penh, ville vivante de 2,5 millions d'habitants, devenue ville fantôme. Il écoute régulièrement la radio, vient interroger les premiers réfugiés en Thaïlande. Il recueille ses témoignages faisant état des atrocités des premiers survivants, à tel point que beaucoup de Khmers rouges à Paris n'y croient pas. De fait, les révolutionnaires ne cherchent pas à rééduquer, car c'est une perte de temps. Je cite, « Au Kampuchéa,
Il n'y a ni camp, ni prison. Pour toute faute, c'est la mort. Il s'agit d'éliminer d'abord en masse tous les militaires du régime précédent en s'appuyant sur des mensonges. Ensuite, individuellement, ceux qui se rebellent, les intellectuels, les étudiants, les administratifs, divers responsables. Quant aux citadins, ils ont été pervertis. Ils sont irrécupérables. Ils sont donc réduits en esclavage dans les rizières. Très rapidement, ils meurent de faim, de maladie, d'épuisement. C'est d'ailleurs bien la terreur qui est, pour le plus grand nombre des 35 000 réfugiés en Thaïlande, la raison dominante de leur fuite. De toute origine sociale, ils vivent dans des conditions misérables, sans aucune perspective, parqués dans des camps. C'est vraiment saisissant. Que peut-on encore en dire ? À propos d'éducation, la radio précise « Notre organisation révolutionnaire a pris à cœur de former solidement le peuple dans les mentalités, esprit de lutte offensive, d'économie, d'invention, de très haut niveau de renoncement. Les dirigeants veulent créer un homme nouveau. Dans cet objectif, l'effort est fait sur les jeunes. Dès l'âge de 5 ans, les enfants sont retirés aux parents et confiés à l'Angkar, l'organisation révolutionnaire. Les soldats Khmer Rouges ont à peine 15 ans. D'où leur redoutable boutade, il suffit d'1 ou 2 millions de jeunes pour construire le Kampuchea démocratique. La monnaie a été abolie et le pays revient au système de troc. Il n'y a plus d'hôpitaux, seulement des dispensaires s'appuyant sur la pharmacopée traditionnelle et en y entrant, vous êtes en sursis avant la mort. C'est une révolution radicale, destinée à mener plus loin que celle de la Chine et de l'URSS, écrivait l'ambassadeur de Suède en Chine après une courte visite en mars 1976. Mais qui sont ces terribles dirigeants ? Le Kampuchea démocratique est dirigé par une poignée d'idéologues, par un clan familial. La plupart des personnalités au pouvoir viennent du milieu de l'enseignement. Ils ont été formés en partie en France et ont été marqués par Rousseau, le théoricien du bon sauvage. Ils portent au nu les populations frustes qui vivent la révolution dans la forêt. Et ce n'est pas là la moindre des contradictions, est résolument tourné vers le passé et prend appui sur ce qu'ils appellent le peuple de base. Ce sont aussi des ultranationalistes qui n'ont besoin d'aucune aide extérieure qu'ils refusent. Leur pouvoir ne se partage pas. Ainsi, les bonzes les plus influents dans un pays bouddhiste sont éliminés. Les autres sont mis au travail, de sorte qu'il n'y a plus de religion. Peut-on discerner les raisons de cette explosion de violence ? Pour l'expliquer, il est nécessaire de revenir sur le régime républicain issu du coup d'État de 1970, très anticommuniste. Dans ce cadre, des villages ont été massacrés. Il a demandé l'aide américaine et pour contrer les communistes vietnamiens infiltrés, a bombardé le pays. Cela a engendré ressentiment et révolte et donc une certaine assise à la révolution. Cependant, la rage des Khmers rouges de détruire tout ce qui pouvait rappeler l'Occident a laissé un pays exsangue. En outre, cette violence a été facilitée par le fait que le peuple khmer respecte l'autorité et a une confiance fondamentale dans la capacité des dirigeants au pouvoir. On comprend ainsi que 4 millions de citadins aient quitté leur maison sur simple ordre des Khmers rouges et pratiquement sans opposition. On comprend mieux que soldats et fonctionnaires se soient laissés berner si facilement au prix de leur vie. En conclusion, si les paysans ont accepté de soutenir les révolutionnaires dans leur lutte contre les gens des villes, ils ne pouvaient supporter cette destruction de la famille et de leur univers religieux. La révolution a violenté la culture khmer et c'est la raison du rejet dont elle est l'objet dans le pays. Le père Poncho est un amoureux du peuple khmer, dont il prendra même plus tard la nationalité. Ce qui rend encore plus crédible son livre Enquête, c'est sa neutralité, son rapport à la vérité au travers de toutes les références aux dates des émissions radio, des noms et origines des réfugiés interrogés. C'est une période tragique de l'histoire, qui se déroule sous nos yeux en décryptant les mécanismes de la Révolution. C'est tout l'intérêt de l'ouvrage. Pour ce troisième et dernier ouvrage, je vous présente Les Merveilles de Viola Ardonnet, paru chez Albin Michel en 2024. C'est avec Le Train des enfants, paru en France en 2021 puis sorti en film en 2024, que cette auteure italienne atteint la notoriété littéraire. Les Merveilles, un ouvrage écrit à la première personne, se présente en 4 parties. Dans la première, nous sommes à Naples dans les années 80.
Elba, une adolescente, appelée du nom d'un fleuve allemand parce que lui a expliqué sa Mutti, c'est-à-dire sa maman, seuls les fleuves circulent librement, donc Elba, nous raconte sa propre vie dans ce qu'elle appelle, je cite, « le monde à moitié, la maison des fêlés, des chats perchés », emplie de femmes retirées du monde à la demande de leur famille pour, je cite, « réguler leur déviance ». La jeune fille est née dans cet asile psychiatrique où sa mère était injustement enfermée, mais pas folle. Ce lieu, c'est chez elle. Elle s'y sent bien, mieux que chez les sœurs où elle a passé quelques années de scolarité, car le juge pour enfants pensait qu'un asile n'était pas un lieu pour un enfant. D'ailleurs, ce juge pour enfants, c'est un petit clin d'œil de l'auteur. Il porte le nom d'un des mouflets du train des enfants, dont les dernières pages nous avaient justement appris ce qu'il était advenu de lui. Elba, donc, vadrouille partout dans l'asile psychiatrique, connaît tous les recoins, donne des surnoms autant aux maboules qu'aux non-maboules, pilote les nouvelles, joue les déniches aux infirmières, décrit les symptômes des aliénés et donne son diagnostic au médecin dans son journal des maladies mentales. Tout un programme. Cela ne l'empêche pas de voir les réalités parfois sordides infligées aux patientes, comme les châtiments corporels, sans que cela la perturbe. Jusqu'au jour où arrive le Genot, un jeune et nouveau médecin qui bouscule codes et habitudes, essayant de mettre fin aux pratiques inacceptables, non sans faire d'énormes vagues, parfois dévastatrices. Dans une deuxième partie, qui se passe 35 ans plus tard, on retrouve Meraviglia, le Genot, maintenant âgé. On découvre sa famille et la façon dont chacun a vécu aux côtés de cet homme passionné, mais aussi la force de la paternité qu'apprend le psychiatre en prenant Elba chez lui. Finalement, la vie n'est simple pour personne. Dans une troisième partie, on apprend ce que sont devenus les personnages du début du roman. C'est l'occasion pour l'auteur de livrer ses réflexions, par exemple sur l'isolement des vieillards, ou bien l'impact de la séparation opérée entre une mère et sa fille, ou les conséquences des électrochocs sur la personnalité, la maltraitance dans les asiles, aussi bien dans les pensionnats pour enfants abandonnés ou orphelins, ou encore la comparaison entre asile psychiatrique, prison et rideau de fer entre les deux Europes. Enfin, dans une dernière partie, de nos jours, le vieux psychiatre retrouve son fils, amenant de nouveaux thèmes de réflexion, la liberté, mais aussi la prêtrise et le pardon. Que tirer de tout cela ? Les Merveilles sont un livre facile à lire, même si le thème général est rude. Puisqu'il est écrit à la première personne, les pensées du narrateur du moment sont émaillées d'expressions leitmotiv, amusantes voire burlesques ou agaçantes. Certains passages sont vraiment emplis de comiques de situation et on en rit avec soulagement. L'ouvrage est une véritable ode à l'amour qui unit mère et fille, faisant dire à l'auteur « L'amour est incompréhensible, une forme de folie ». C'est aussi une ode à la liberté. Celle-ci soigne, nous affirme l'adolescente. Si les thèmes de réflexion de l'auteur sont plutôt intéressants, nous ne sommes pas obligés d'adhérer à tous, cela peut même déranger dans certains cas. Mais cela n'empêche pas d'être un bon livre. Enfin, pourquoi ce titre « Les Merveilles » ? C'est la traduction du nom italien du psychiatre, le docteur Meraviglia. Nous vous souhaitons bonne lecture avec ces 3 ouvrages dont je vous rappelle les titres. Une soupe à la grenade de Marsha Meran, paru aux éditions Picquier en 2021. Cambodge année zéro du père François Ponchaud, paru aux éditions Kailash. Et Les Merveilles de Viola Ardonnet, paru aux éditions Albin Michel en 2024. Les éditions de La Loupe vous ont présenté « Nous avons lu pour vous ».